One, two, three, four. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. L'île de Bornéo est la 4e du monde par sa superficie, 736 000 km². Elle est traversée en son milieu par l'équateur. Son point culminant, le mont Kinabalu, atteint 4175 mètres. L'île est composée du sultanat de Brunei, sous protectorat britannique, de 2 États de la fédération malaise, Sabah et Sarawak, et enfin d'une partie indonésienne appelée Kalimantan. Le but de notre voyage est de visiter l'est de Kalimantan, réseau dense de lacs et de rivières. Nous remonterons la rivière Mahakam et quelques-uns de ses affluents en partant de la ville de Samarinda. Autrefois royaume de Kutai, le bassin de la Mahakam est peuplé de nombreuses ethnies Dayak, rendues célèbres par leur ancien rituel de la chasse aux têtes. Samarinda est la capitale de la région de Kutai. C'est le point de passage obligé de tout ce qui provient de l'intérieur du pays. Les trains de bois flottants et les montagnes de minerais, l'or qu'on vend sur les trottoirs. Après une nuit à Samarinda, c'est le départ sur la Mahakam. Outre les 8 orchidophiles, il y aura beaucoup de monde sur notre bateau. 3 ou 4 pilotes, 2 guides, dont un jeune Dayak, sans oublier 2 excellentes cuisinières. Mahakam, c'est le cri des premiers marins chinois qui naviguèrent ici. Il signifie « grande rivière ». Les rives ne sont pour l'instant qu'une succession de villages sur pilotis où brille toujours la coupole d'une mosquée. Edmond Diemer s'essaye au pilotage. Tout au long du voyage, il sera respectueusement surnommé Orang Tua, le vieil homme, par les Indonésiens. La journée s'achève, mais le bateau fera route une partie de la nuit, jusqu'à ce que les brumes l'obligent à stopper. Chacun s'installe pour dormir sur le pont. C'est l'occasion pour la famille Hervouet d'étraîner sa magnifique cage moustiquaire. Peu après le village de Jantour, nous approchons du lac Jempang. Ce lac, avec 15 000 hectares, est le plus grand de Bornéo. Il nous faut le traverser en pirogue à moteur pour gagner Tanjung Gisui, village de Dayak de l'ethnie Bénouak. C'est l'occasion d'apercevoir de nombreux oiseaux d'eau, dont le héron pourpré, rare en France, et le héron crabier de Java, qui est lui exclusivement indonésien. Dès l'arrivée à Tanjung Gisui, nous entamons une visite du village et de ses diverses activités. Tissage, séchage du caoutchouc. Toutes les maisons sont construites sur pilotis pour les mettre à l'abri des animaux et des inondations. En toute logique, il est fait de même avec les tombes.
Nous sommes ensuite invités à nous installer dans la lamine, la longue maison collective où vivait autrefois le village tout entier. Nos jeunes spectatrices parlent aussi bien le dialecte de leur ethnie que l'indonésien appris à l'école. Ce sont pourtant deux langues totalement différentes. Le soir, le village organise pour nous une cérémonie d'accueil. Pour être admis, il nous faut dire « Kami datang di sini dengan hati yang baik ». Nous venons ici avec le cœur pur. Puis les anciens nous aspergent avec des herbes mouillées, en signe de purification et de bienvenue. Dans la longue maison, le chef nous fait ensuite un discours, à l'issue duquel il nous remet une assiette blanche. Nos deux tribus sont désormais amies et nous pouvons boire et manger ensemble. Après le repas, les bourrailles-bourrailles, les danses des jeunes filles peuvent commencer. Nous aurons même droit, avant que chacun aille se coucher dans la longue maison, à une brève apparition du sorcier. Le lendemain, une promenade à pied nous mène à Manchong, où une immense longue maison de 2 étages a été restaurée. Les 8 kilomètres du chemin paraissent encore plus longs au retour, même s'ils sont agrémentés de quelques fleurs, passiflores et sensitives. Le voyage se poursuit avec une escale dans la petite ville de Melak. Ici, comme partout en Indonésie, beaucoup de rires, beaucoup d'enfants. Melak est le point de départ d'une piste qui mène à la réserve d'orchidées de Kersik-Luweh. À Kersik-Luweh, la forêt change de nature, le sol devient sablonneux, les arbres plus petits. À terre et dans les taillis, ce sont d'abord les népenthes que l'on remarque. Chacun interprète à sa manière la forme des assidis, fourneaux de pipe ou chopes de bière, ce qui, combiné à la chaleur ambiante, déclenche de curieuses réactions. Puis c'est la découverte d'un splendide balanophora. Les gardes de la réserve nous guident ensuite dans l'inextricable fouillis des sous-bois. Sur le sol et sur les arbres, des milliers d'orchidées. En saison sèche, les micro-orchidées du genre Dendrobium sont les plus nombreuses. Il y a aussi l'Iparis valida et bien d'autres plantes dont l'identification est délicate. Célogyne pendurata, elle, est bien reconnaissable. C'est la fameuse orchidée noire endémique de Bornéo.
Nous trouverons au total une dizaine d'espèces en fleurs, parmi la cinquantaine que comptent les quelques hectares de la réserve. Retour au bateau et à sa vie quotidienne. La rivière fournit poissons et crevettes. Nous apercevrons aussi quelques dauphins d'eau douce. Les crocodiles, quant à eux, ont émigré vers des rivières plus calmes. La lente remontée de la Mahakam continue en direction de Databilang et les paysages se font plus sauvages. Par contre, les trains de bois sont toujours aussi nombreux, triste spectacle d'une forêt à la dérive. Cherchez le singe, c'est le grand jeu à la tombée de la nuit. Au-delà de Databilang, la Mahakam n'est plus praticable pour notre bateau. Nous sommes déjà à plus de 400 km de l'embouchure. Databilang est un village de Dayak Kenya, dont les greniers à riz et les longues maisons sont curieusement décorés. Les Kenyas sont surtout remarquables pour leurs longues oreilles tendues par des anneaux de métal. La tradition se perd chez les jeunes, mais toutes les femmes âgées ont encore des lobes impressionnants. Elles ont aussi les pieds et les mains couverts de tatouages. Comme Edmond et son escorte, nous partons explorer le village et ses alentours. Aujourd'hui, on brûle les champs autour du village pour préparer les cultures. Ces brûlis sont en partie responsables du recul de la forêt. L'après-midi, un guide nous emmène dans la jungle. Au niveau du sol, quelques fruits comestibles, mais ni fleurs ni animaux. C'est finalement tout près du village que nous trouverons une orchidée terrestre du genre Eulophia. Le soir, un spectacle est donné en notre honneur dans la longue maison. On accorde les sampeks avant d'exécuter la danse de guerre des Kenyas, le Kanchet Pepatai. La danse des femmes, le Kanchet Ledo, vient contraster avec la précédente. Elle symbolise les mouvements du riz balancés par la brise. On l'appelle aussi la danse du gong. Les plumes du Kalao rhinocéros sont un symbole de noblesse. Quant à nous, nous offrirons aux habitants le spectacle fort amusant du retour au bateau avec traversée de poutres glissantes.
Après un retour à Mélak, nous remontons la rivière Kedangpao en direction de Lambing. De là, nous irons à pied jusqu'à Damai. Ce sera l'occasion d'admirer de belles statues de bois et des tombes sur pilotis, ainsi que des longues maisons encore habitées. Les totems de bois s'appellent des ampatombes. Suivant leur forme et leur taille, ils protègent les villages des mauvais esprits ou bien représentent un mort, une victime de la chasse aux têtes. Ils servaient aussi de poteaux de torture pour les buffles et les esclaves sacrifiés. Une fête nous a été signalée au village de Kaala, mais la rivière qui y mène n'est pas praticable. Nous ferons donc un détour par Tuanatua pour rejoindre ensuite Kaala à pied. Malgré notre arrivée impromptue, le comité d'accueil de Tuanatua est à son poste, prêt à nous indiquer le chemin pour Kaala, dont nous apercevrons les premières maisons 2 heures plus tard. Ici aussi, notre arrivée n'est pas discrète. On attendait les Hadjis de retour de la Mecque, et voilà des Occidentaux. Et la nouvelle se répand. Des Orang Bharat, des hommes de l'Ouest sont arrivés. Une visite au chef s'impose. Il nous offre le thé, et devant sa maison, les enfants nous chantent leur hymne national. Puis on nous fait les honneurs du village, sa grande place, son équipe de football. Non loin de là, trônent les restes de la dernière cérémonie animiste. Nous sommes arrivés trop tard. Bien que la fête soit finie, le sorcier refera ce soir pour nous une cérémonie Bilian Bao, et l'on nous entraîne déjà sous la grande halle pour une danse du pilage du riz, la Gantar. On nous sert un dîner de noix de coco, de poulet et de bananes frites. Après le repas, débute le Bilian Bao. Devant nous, un Dayak d'allure très ordinaire revêt ses habits de sorcier. Accompagné d'un assistant, sans doute le malade à guérir, il prépare minutieusement divers accessoires. Toute cérémonie devait autrefois être accompagnée de têtes fraîchement coupées, que l'on peut remplacer maintenant par des noix de coco. Tout le village est présent, et le sorcier lui-même relance le rythme du tam-tam. Tout ce qui suit est assez obscur, et personne ne semble en mesure de nous expliquer la signification des gestes et danses autour d'un linge blanc attaché à une corde. Le sorcier finira même par se balancer à la corde. Après la cérémonie, les villageois nous remercient de notre visite et réclament une chanson. Jean-Michel essaye de leur répondre en indonésien. Terima kasih banyak. Maafkan karena saya dapat bicara bahasa Indonesia sedikit saja. Tetapi malam ini kami banyak-banyak gembira. Terima kasih.
Puis il annonce que nous allons chanter. Kami menyanyi untuk orang desa Kala. Frère Jacques, frère Jacques, C'est tellement drôle qu'il faut une deuxième chanson. Ce sera, avant une dernière danse collective, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous que la tyrannie. Nous quitterons ici la petite troupe de nos explorateurs en écoutant résonner dans l'impénétrable forêt de Bornéo le chant de guerre d'une tribu qui, il n'y a pas si longtemps, coupait encore les têtes. Jusque dans nos bras, égorgés, nos fils et nos compas.